Des contrôles renforcés et des sanctions plus lourdes contre les chômeurs. Une note du ministère du Travail révélée par le Canard enchaîné. Détail dans un instant. Et première réaction indignée des intéressés. Les autres titres de ce journal, Jean-Philippe. 3 morts et 3 blessés cette nuit sur l'A6. Un choc frontal entre 2 voitures. L'une d'elles roulait à contresens. Témoignage dans un instant. Une marche blanche pour ne pas oublier Maëlys. Elle a lieu cet après-midi dans l'Isère avec les parents de la fillette disparue depuis 4 mois maintenant. Pas assez de médecins dans la ville de Carentan dans la Manche. Au moins 2 semaines pour un simple rendez-vous. Le problème des déserts médicaux, nous irons sur place. Et puis les vacances à la neige avec toute la famille, toutes les générations. Nous irons dans un gîte de Savoie taille XXL. Une voiture à contresens et un accident dramatique donc cette nuit sur l'autoroute A6 au nord de Mâcon. Il y a 3 morts, 3 blessés. Le choc frontal a eu lieu vers minuit et demi à hauteur de Viré en Saône-et-Loire. C'est une personne âgée qui roulait à contresens. Sa voiture a percuté un autre véhicule qui arrivait en face avec un couple et 3 enfants à bord. Jean-Luc Boujon vient de joindre Xavier Rigaud, directeur général adjoint du groupe APRR, l'exploitant de l'autoroute A6. Une personne âgée a pris l'autoroute à contresens, personne de à peu près 80 ans, et donc est rentrée en collision avec une espace d'une famille composée de 5 personnes. Le choc a été extrêmement violent. Les 2 conducteurs sont décédés, ainsi qu'une enfant de 4 ans et 2 blessés graves. Donc ça veut dire qu'elle a conduit à contresens sur plus d'une vingtaine de kilomètres. Oui, facilement, oui. Mais on ne sait pas exactement où elle est rentrée, c'est toujours le problème. En règle générale, les contresens proviennent très souvent de personnes âgées, malheureusement, qui décèdent dans les accidents et on a du mal à connaître la source. C'est un bilan terrible. C'est à chaque fois, c'est pour les familles, bien sûr, auxquelles on pense en premier, mais pour tous les intervenants qui viennent, c'est absolument l'horreur. Je vous rappelle donc le dernier bilan, 3 morts, les 2 conducteurs et une fillette de 4 ans sur l'autoroute A6. À l'actualité, c'est également ce débat. Faut-il durcir les sanctions contre les chômeurs qui ne feraient pas assez d'efforts pour retrouver un emploi ? C'est ce qui ressort en tout cas d'une note confidentielle du ministère du Travail, un document révélé aujourd'hui par le Canard enchaîné. On voit tout de suite le détail avec vous, Emmanuel Dutheil. Alors ces contrôles et les sanctions qui vont avec existent déjà, mais la piste qui serait sur la table serait de les renforcer. Emmanuel Macron l'avait proposé lors de la campagne présidentielle. Concrètement, le demandeur d'emploi pourrait être obligé de donner beaucoup plus d'informations qu'aujourd'hui sur la réalité de sa recherche d'emploi. Et s'il s'avère que sa recherche est un peu légère, qu'il a refusé des formations ou 2 offres d'emploi jugées raisonnables, le couperet tomberait beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Les allocations pourraient être réduites d'emblée de 50% pour une durée de 2 mois. Et en cas de récidive, elles pourraient même être supprimées pour la même période. Cette réforme s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage, réforme qui doit ouvrir des droits au chômage aux démissionnaires et aux indépendants. Mais c'est un sujet explosif et du côté de la CFDT, on laisse entendre que le gouvernement aurait reculé. La raison, ça concerne très peu de gens. Les dernières enquêtes de Pôle emploi prouvent que 86% des chômeurs sont en recherche active d'emploi. Emmanuel Dutheil, et c'est précisément ce que dit ce matin le mouvement national des chômeurs et des précaires. Nous venons de joindre son délégué fédéral, Pierre-Édouard Magnan. On est écœuré et scandalisé, d'abord parce qu'on nous explique que pour inciter les chômeurs à trouver du boulot, il faut leur taper sur la tête. Deuxièmement, parce qu'une fois de plus, on essaye de faire croire à l'ensemble des gens que les chômeurs sont responsables de leur chômage, que s'ils ne trouvent pas de boulot, c'est de leur faute, et qu'il faut donc agiter la carotte de l'allocation pour qu'ils acceptent de chercher du boulot. On fait croire en fait qu'il y aurait plein d'emplois disponibles, qu'il suffirait de tendre la main pour les attraper, et que le chômage, c'est tellement formidable que tant qu'on a des allocations, on reste au chômage et on ne se fatigue pas. C'est ne pas connaître la situation de l'emploi. Et si c'était vrai, je pense qu'il y a beaucoup de salariés mal payés et mal considérés par leur employeur qui s'empresseraient de quitter leur boulot pour aller en chercher un autre, s'il était si facile que cela d'en trouver. La colère du délégué fédéral du mouvement national des chômeurs et précaires, Pierre-Édouard Magnan. Europe 1, il est 8h04. Ce sera l'une des images de ce mercredi, une marche blanche pour ne pas oublier Maëlys. Elle aura lieu cet après-midi à Pont-de-Beauvoisin dans l'Isère, organisée par les parents de la fillette de 9 ans disparue depuis la fin du mois d'août dernier. Le principal suspect dans cette affaire, Nordal Lelandais, continue de nier les faits. Une épreuve, bien sûr, pour la famille, mais des habitants solidaires. Écoutez Olivier, il tient un bar à Pont-de-Beauvoisin et dans sa vitrine, il y a toujours la photo de Maëlys. Il y a plus un sentiment de devoir que d'envie, quoi. C'est montrer qu'on n'oublie pas. On n'oublie pas Maëlys, mais 4 mois après, on n'a plus beaucoup d'espoir. Surtout après les nouvelles accusations contre le principal suspect et la découverte des restes du militaire qui a été assassiné. Non, on n'y croit plus. On se demande ce qu'il a fait du corps, mais bon, voilà. Je pense que la mémoire de Maëlys est encore très vive
encore des commémorations, des rassemblements, des choses comme ça. La marche blanche pour Maëlys cet après-midi à 15h à Pont de Beauvoisin. Également dans l'actualité, cette polémique après la diffusion d'une photo prise par un sans-abri. Elle montre clairement un dispositif anti-SDF dans le 19e arrondissement de Paris. Des barrières pour empêcher les sans-abri de se réchauffer près des bouches d'aération. L'image a été postée sur les réseaux sociaux, très partagée, très commentée. Prise pour cible, la mairie de Paris demande aujourd'hui que les barrières soient retirées sans délai. Reportage dans le 19e arrondissement avec Rémi Botsaron. Une dizaine de barrières pour encadrer les bouches d'aération et une autre en diagonale sur chacune de ces bouches. Ce dispositif imposant a été mis en place à la demande des habitants excédés, selon Marie-Thérèse, qui se souvient du groupe de SDF installé ici. C'était toujours les mêmes. Quelquefois, ils étaient une dizaine presque le soir. C'était sale, il y avait beaucoup de bruit, ils se battaient, on n'arrivait pas à dormir. C'était dangereux aussi. Tout le monde dans le quartier était gêné. Il y a eu des pétitions de fête à la mairie. Finalement, ces barrières ont donc été installées il y a 8 ans, selon l'équipe d'Anne Hidalgo qui semble les avoir découvertes hier. Les riverains affirment, eux, que les barrières en diagonale sur les bouches ont été posées plus récemment. En tout cas, toutes seront bientôt démontées, promet la mairie. Mais pour Bruno Morel d'Emmaüs Solidarité, ce sont tous les dispositifs de ce genre qui doivent disparaître. Toutes les entreprises qui mettent un équipement oblique qui permet que personne ne peut s'allonger sur un porche ou dans un encadrement de vitrine, c'est un peu dramatique parce que ces personnes-là, si elles peuvent faire dans les rues, où est-ce qu'elles vont se mettre ? C'est ça qui nous fait peur. Il faut enlever tout ça et puis il faut se mobiliser sur la création de places d'hébergement d'urgence. Des places dont le nombre augmente. Chaque année, il y en a plus de 130 000 en France. Aujourd'hui, encore trop peu selon les associations. Rémi Botsaron, ce chiffre impressionnant, près de 11 tonnes de cannabis saisies pour le seul mois de décembre. En 3 semaines, les douanes et la police judiciaire ont travaillé sur une dizaine d'affaires différentes. 11 tonnes, certainement un record dans un laps de temps aussi court. Et puis cette nouvelle illustration, Maxime, de ce qu'on appelle les déserts médicaux. Une illustration concrète ce matin avec la petite ville de Carentan dans la Manche. 10 000 habitants et pas assez de médecins généralistes. Il en manque 3 sur 9. D'où cet appel au secours de Monsieur le maire. Une pétition pour obliger les jeunes praticiens à venir s'installer dans ces zones délaissées. Notre correspondant dans l'Ouest, François Coulon, s'est rendu à Carentan. Reportage. Une quinzaine de jours pour obtenir un rendez-vous chez son généraliste. On peut facilement frôler le danger grave, Dixie Jack, 69 ans. Si on attrape une grosse infection très grave, pas de médecin, ça peut être quelquefois dangereux. Il y a quelques mois, j'ai eu des problèmes cardiaques, pas de cardiologue ici, donc j'ai été forcé de m'en passer pendant plusieurs mois. Et résultat, des lésions cardiaques définitives maintenant. Seulement 6 généralistes à 40 ans, soit un médecin pour 3000 patients, c'est 3 fois moins que la moyenne nationale. La situation devient dramatique. Se désespère le maire d'Yverdroite, Jean-Pierre Lehonneur. Et il y a une panique. Les gens sont affolés aujourd'hui. La semaine dernière, un patient ayant une pathologie très grave est venu me dire « Je viens mourir dans votre bureau. Si dans 5 jours je n'ai pas de remède, je vais décéder. Trouvez-moi une solution. » Donc c'est pourquoi j'ai poussé un cri. Il faut obliger les jeunes médecins qui sortent de l'université à venir exercer quelques années dans les déserts médicaux. Sinon, ça va exploser. Monsieur le maire lance une pétition nationale à cet effet, faute de quoi les urgences des hôpitaux voisins seront très vite totalement débordées. 40 ans, François Coulon, Europe. L'actualité à l'étranger, Georges Weah qui attend désormais le verdict du second tour de la présidentielle. Le dépouillement a commencé au Libéria. Il devrait prendre plusieurs jours. L'ancienne star du football opposée au vice-président Joseph Boakai. Le scrutin s'est déroulé dans le calme, disent les observateurs. Nous sommes mercredi, Jean-Philippe, jour de sortie au cinéma, avec une curiosité, le nouveau film de Ridley Scott, Tout l'argent du monde. Oui, curiosité, parce que l'un de ses acteurs a été purement et simplement effacé de l'image. Kevin Spacey, accusé dans des affaires de harcèlement sexuel après le tournage. Et du coup, pour éviter tout risque de mauvaise publicité, Ridley Scott a pris une décision radicale et en catastrophe. Il a repris toutes les scènes avec un autre acteur, Chanel Petit. Oui, 22 scènes rejouées à l'identique, des centaines d'heures de préparation, de tournage, de post-production. C'est un travail de titan qui a mobilisé toutes les équipes jour et nuit pendant 5 semaines. Ça a coûté 10 millions de dollars à Sony, la société de production, un quart du budget du film. Mais Ridley Scott assume, il n'avait pas le choix. C'était une question de survie. Je voulais que le film continue, pas qu'on l'annule.
Et si on l'avait tourné tel quel, ce qui n'aurait pas été sage, il aurait été mort-né. Donc je me suis demandé comment protéger tous les gens qui avaient beaucoup travaillé sur ce film, et surtout mes investisseurs. Pour remplacer Spacey, Scott a donc choisi Christopher Plummer, principalement connu pour son rôle dans La Mélodie du Bonheur. Et c'est à lui que le réalisateur avait pensé en premier. À l'arrivée, les critiques sont unanimes, on n'y voit que du feu. Certains trouvent même Plummer plus convaincant que Spacey. Merci beaucoup, Chanel Petit. Et si on partait en vacances avec la famille, mais alors vraiment toute la famille? Allez Maxime, on emmène tout le monde, même Anissa si elle veut. Avec grand plaisir. On appelle ça des vacances intergénérationnelles. Nous allons en Savoie, à Aillon-le-Jeune, dans un très grand chalet avec Jean-Luc Bougeon. C'est dans un vieux gîte savoyard que la famille Éché a posé ses valises. 170 mètres carrés, 6 chambres, un petit dortoir et 6 salles de bain. Il n'en faut pas moins pour les 18 membres de la famille, car autour des grands-parents, Nicole et François de Toulouse, on trouve 3 de leurs filles, leurs conjoints et leurs 10 petits-enfants venus de Lyon, Orléans, Paris ou Limoges. Un moment rare de partage entre les générations, explique François, le grand-père. C'est quand même plus facile d'approfondir un peu la rencontre avec les uns ou les autres. Par exemple, je vais lancer l'idée de faire un baby-foot avec les garçons. J'espère qu'ils vont accepter, malgré mon grand âge, de jouer avec moi. Évidemment, pour que tout se passe bien, il faut une organisation au cordeau, explique Muriel et Elodie, les 2 sœurs. Chaque famille va s'occuper de 1 ou 2 repas. Moi, par exemple, ce soir, c'est la raclette. Ça va, c'est pas trop compliqué, là, vous en tirez bien. Donc, on est allé faire les courses ce matin. Ici, la charge de l'organisation repose sur tout le monde. Et il y a moins de stress pour chacun. Et tout le monde apprécie, y compris les jeunes, comme Bianca, 12 ans. Les adolescents, on dort tous dans le même dortoir et on rigole souvent. Enfin, c'est hyper une bonne entente. On apprend à mieux se connaître. Une formule qui permet aussi de faire des économies. Ici, ce sont les grands-parents qui paient la location du gîte. Les enfants, eux, se partagent les courses, qui fait des vacances pas chères, selon Elodie. Grâce à l'aide de nos parents, puisque la location, pour nous, on n'est pas payante, puisque c'est eux qui payent. Du coup, ça nous permet de faire peut-être du ski un jour ou 2. Tout ça présente beaucoup d'avantages et ça se développe pas mal en montagne où l'on trouve de plus en plus souvent de très grands gîtes pour de très grandes familles. Jean-Luc Bougeon, et bonnes vacances donc à cette très grande famille. Ah oui, on serait bien dans un chalet en Savoie. Ah, volontiers. On serait pas mal. Merci Jean-Philippe Ballas. Europe 1.